Rebonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle conférence. On va parler d'emballage primaire, secondaire, d'expédition et de transport. Alors durant ces 55 minutes, je vais avoir à mes côtés Ulrich Parfin, le directeur des achats et marketing produits du groupe Raja France, ainsi que Jean-Pierre Gozoc de PGS, ainsi que notre expert des conférences, Fabrice Pelletier. Merci de les applaudir chaleureusement. Alors merci de votre présence. On va en parler à la fois des initiatives, des solutions qui permettent de réduire l'impact environnemental dans toutes les formes de commercialisation des produits emballés, que ce soit de l'enveloppe de protection du produit à celle de la palette. Et en effet, j'ai à mes côtés des experts pour en parler, à commencer par Fabrice. Le micro, ça. À la fin. Mais oui. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, Fabrice. On ne se quitte plus pendant les 4 jours. Alors, Fabrice, on parle d'emballage primaire, secondaire, d'expédition et de transport. Oui, on va parler d'emballage primaire secondaire, mais on va se présenter avant de commencer. Moi, écoutez, je suis designer. Et puis, super. On a un petit bug sur la slide, mais ça va revenir. Le temps que Fabrice, tu te présentes. C'est pas la bonne présentation, elle est toute blanche. Donc ça va revenir, je pense. Mais Fabrice, je te propose peut-être de parler de toi pendant que tu... je crois qu'il y a une actualité brûlante, chaude et instante aussi. Et j'ai une actualité brûlante d'ailleurs qui va bien avec nos intervenants, parce que je suis ravi d'avoir la société Raja et la société PGS, parce qu'elles ont un point commun, et elles ont un point commun qui va avec mon actualité. Mon actualité, c'est que je sors le 3e volume de la révolution de l'emballage, et qui s'appelle le manifeste du réemploi. Et ce qui est incroyable avec ces deux sociétés, c'est qu'elles viennent du réemploi. Et pas hier, pas parce que c'était à la mode. PGS, d'abord, parce que PGS est ou alors Raja, je ne sais pas, mais PGS est une entreprise qui a été fondée par Jean-Louis Louvel et qui a été fondée, c'est ce que je trouve génial, c'est que Jean-Louis Louvel, tout jeune, voyait des palettes dans la rue, c'est ce qu'il m'a raconté, et il s'est dit, mais ces palettes, elles peuvent encore servir. Ou alors, il voyait des palettes cassées, et avec une palette, 2-3 palettes cassées, il en faisait une neuve. Et de ça, à réparer des palettes et à réutiliser des palettes, il est devenu le leader européen de la palette. On va le voir. On ne va pas trop en dire, parce que sinon on va les... Oui, ça y est, j'ai les slides, j'ai occupé. Tu me dis meuble. Et voilà. Et Raja, c'est aussi un peu la même histoire. C'était le carton brun, récupération, réutilisation des cartons. Donc comme ça, j'ai fait mon actu. La transition est et la transition est toute faite pour que nos amis puissent se présenter. Alors, on y va du côté de chez Raja. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc le groupe Raja, c'est effectivement un groupe familial et indépendant, créé en 1954, tu l'évoquais Fabrice à l'instant, créé sur une idée simple qui est l'idée de commercialiser des cartons de réemploi. Et donc à une époque où l'éco-responsabilité n'était peut-être pas une terminologie consacrée, mais c'était en tout cas l'idée qui a donné naissance au groupe Raja. Nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros en commercialisant partout en Europe des consommables, de l'équipement pour les entreprises. Nous proposons 400 000 produits commercialisés via 27 sociétés dans 19 pays en Europe à 2 millions d'entreprises clients. Nous sommes une société qui croît organiquement, qui croît également en croissance externe. Nous venons de finaliser l'acquisition du groupe Rétif qui commercialise des produits pour les magasins en canal retail. Voilà, 17 centres de distribution et 400 000 mètres carrés de stockage pour être au plus près de nos fournisseurs et de nos clients. On peut passer. C'est toi qui as la zapette ? Oui. Parfait. Et on est à PGS après. Voilà.
Alors, du côté de chez PGS. Du côté de chez PGS, merci Fabrice, tu m'as déjà mâché un petit peu le travail. Il fallait que je meuble. Donc j'ai meublé, je suis désolé. Merci. Non, du coup, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais effectivement, l'histoire est un peu similaire et ça nous lie avec Raja. Non, mais honnêtement, je trouve ça génial et j'aimerais que ça sache que vos deux entreprises viennent du réemploi, viennent de trucs dont personne ne s'occupait en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un beau retour à la roue tourne, comme on dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les réemplois est au cœur des politiques, au cœur des réglementations. Donc Palette PGS, c'est Palette Gestion Service. Tout à fait. Et du coup, Palette Gestion Service, donc né dans le réemploi. De fil en aiguille, nous avons remonté la filière pour intégrer les métiers du neuf, de la fabrication. De la fabrication, on s'est vite rendu compte que la matière première allait être un sujet. Donc on est monté dans la strate supérieure qui était la scierie. De la scierie, on s'est vite rendu compte que pour scier, il faut du bois, il faut des arbres. Donc du coup, on est remonté encore d'un cran pour aller jusqu'au métier de la sylviculture. Donc aujourd'hui, le groupe, nous sommes présents dans 12 pays. Nous avons un peu plus de 50 sites, un peu plus de 1000 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires donc là, il est arrêté à 482 millions d'euros sur l'année 2022. 25 millions de palettes fabriquées, 20 millions de palettes reconditionnées. Et nous sommes de gros acteurs sur l'emballage, sur la ressource, puisqu'on consomme 800 000 mètres cubes par an environ. 400 000 pour lesquels nous fournissons nous-mêmes avec nos scieries et nos forêts, et 400 000 que nous achetons sur le marché. La slide suivante, vous verrez que... La slide suivante, c'est moi. Ah bon, écoute, alors, on voyait nos implantations, donc à travers les différents pays. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment, on est comme dans le carton des centimiers, donc c'est pour ça que leur emploi a un sens particulier et cette notion d'aller chercher la performance surtout pour pouvoir générer de la valeur ajoutée. On a vraiment intégré tous les métiers. Toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, du début jusqu'à la fin, le recyclage. Mais on le verra plus loin dans les innovations. De la forêt, de la palette, le transport, l'énergie, la robotique. C'est ça. Et tout ce qui en découle, on a même introduit la notion de clou. On s'est lancé dans les clous aussi, donc, qui est un autre métier. Mais en fait, en faisant un appel d'offres, on s'est rendu compte qu'on était devenus les plus gros consommateurs de clous en Europe. Donc attention, zone de danger. On a intégré le métier. Donc personne n'était à vendre. Donc on a créé, on est allé chercher la connaissance et on a intégré le métier de fabricant de clous. Donc, et ce qui nous a bien servi dans la crise qu'on a traversée avec la crise en Ukraine. Et voilà. Alors, on va voir après, vraiment, comment toutes vos expertises, elles se matérialisent concrètement, justement, des emballages primaires, secondaires, d'expédition et de transport, et comment tout ça, ça devient un système interdépendant, notamment par rapport aux 3R. Avant cela, je vais demander à Fabrice de se revêtir son habit d'expert pour nous parler des différents emballages, nous faire un rappel des différents emballages. Alors, oui. Sur les enjeux d'interdépendance, notamment. Oui, j'ai voulu cette conférence parce que depuis ce matin, on parle d'emballage. Et essentiellement, quand on parle d'emballage, partout, à la télévision, les pouvoirs publics, les consommateurs, ils parlent de l'emballage qu'on appelle l'emballage primaire. L'emballage qui est dans nos mains, les bouteilles. D'ailleurs, on voit... dans l'ensemble des stands, des emballages primaires. Ça, c'est ce qui est vraiment en contact avec le produit. Avec le produit. Et je disais tout à l'heure à Belle, à la conférence qu'on avait avec Belle et avec Stéphane Merlet de Fleury-Michon, que certes, d'ailleurs on appelle cet emballage primaire souvent une unité de vente consommateur. Certes, on voit tous des unités de vente consommateur et la loi, les lois AGEC, le travail de Citeo, etc., est sur l'emballage primaire, mais les industriels, c'est des livreurs de palettes. Et que l'unité industrielle, c'est la palette, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire de l'emballage secondaire qui peut être qualifié des fois une boîte, mais surtout de l'emballage d'expédition,
Tout ça posé sur une palette avec des cornières, du film ou du papier, etc. Et là, on a vraiment des spécialistes de cette partie d'emballage et de bien comprendre que la définition même de l'emballage primaire définit ce qu'il va y avoir et la quantité qu'il va y avoir sur la palette. Donc, si on part à l'envers, c'est quand même la palette bien pensée qui va faire qu'on va avoir finalement une bonne logistique derrière. Je voulais revenir à ça parce que c'est essentiel de comprendre ça quand on parle d'emballage. Comme je dis, pas d'emballage, pas de chocolat, mais pas de palette et pas d'emballage de livraison, pas de chocolat non plus. Tout ça est interdépendant. Est interdépendant. Et là, on a deux spécialistes voilà, qui on va donner maintenant la parole. Et je me tais, vous pouvez me couper le micro. Donc on prend les paris. On va parler des enjeux, je vous propose maintenant, notamment des enjeux en termes de chaîne de valeur. Ulrich, je me tourne vers vous, parce qu'il y a une importance vraiment autour de cette analyse de la valeur. On en a parlé en préparant la conférence. Bah oui, parce que, tu l'évoquais, Fabrice, vous l'évoquez également, l'emballage, le choix du bon emballage ne s'improvise pas. Et en fait, un emballage mal choisi ou mal adapté a des conséquences très importantes en termes d'insatisfaction client, en termes de financiers, en termes de retour, etc. Donc il s'agit de bien choisir son emballage. Et il s'agit aussi de bien le choisir d'un point de vue éco-responsable, d'un point de vue RSE. L'emballage a été et est encore souvent vilipendé étant perçu comme un déchet. Or, il est important de rappeler que l'emballage et le choix du bon emballage est éco-responsable puisque sa vocation première, c'est de protéger les marchandises expédiées et de s'assurer qu'elles arrivent à bon port et qu'elles de façon intègre. Donc, chez Raja, depuis plusieurs années, on a synthétiser notre politique produit avec les 5 R qui sont maintenant connus. Ça l'était moins lorsqu'on l'a lancé en 2017-2018 avec réduire, réutiliser, remplacer, renouveler, recycler afin de faire en sorte d'emballer et d'expédier aussi bien avec moins de matière, voilà, ou moins de volume, moins de vide, de réutiliser les emballages autant que possible, donc vous l'avez très bien évoqué, hein. C'est important de remplacer certains matériaux par d'autres et ça relève du choix du bon emballage, utiliser des emballages recyclés, recyclables, éco-conçus, éco-certifiés, voilà, pour un impact, je dirais, environnemental le plus faible possible. Renouveler, on en parlait en introduction, c'est utiliser des emballages à partir de matières biosourcées, à commencer par le bois pour vous, et par le papier carton pour nous. Et puis recycler, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire l'économie d'une réflexion en amont du lancement de tout nouvel emballage sur la fin de vie du produit emballage. C'est-à-dire être certain qu'il puisse être recyclable, être certain qu'il soit effectivement recyclé, jusqu'à inciter le consommateur final à effectuer le bon geste de tri. Et donc, voilà, c'est l'enrôlement de toute la filière. Donc voilà un petit peu ce qui synthétise toute une politique produit. Il y a un travail de collaboration, collaboratif qui est très important dans cette démarche. Oui, c'est essentiel puisque l'emballage, ça implique les départements logistiques, les directions transport, les directions marketing, parce que l'emballage est un support de vente, les directions commerciales, les directions achats et les directions financières. Donc effectivement, l'emballage, je dirais, a pour lui d'agréger l'ensemble des directions des entreprises et de nos entreprises clientes afin d'être efficientes sur l'ensemble du cycle durant lequel il sera utilisé. Ouais. Merci. De côté de chez PGS, quel est le regard sur cette chaîne de valeur? Du côté de chez PGS, on va s'inscrire totalement dans ce que vient de dire Ulrich, à savoir la dynamique des 5 R et tout ce que Ulrich vient d'évoquer sur cet esprit collaboratif. Alors c'est vrai que on a un avantage indéniable, c'est que déjà la matière première qu'on utilise, déjà elle est magique, elle est biosourcée, renouvelable, recyclable. On coche vraiment tous les indicateurs.
Et ça, déjà, c'est un outil formidable, ne serait-ce que pour ouvrir le débat sur l'emballage. Après, tout a été très bien expliqué, donc je vais pas en dire plus, tout est clair. Mais c'est vrai que maintenant, l'idée, c'est de pouvoir optimiser toute la chaîne de valeur autour de ça. Et effectivement, aujourd'hui, cette notion de réemploi, qui est poussée par les réglementations, c'est une très bonne chose. On est né dedans, donc on ne peut que le promouvoir. Et alors, c'est là ça devient intéressant, c'est de travailler sur les systèmes pour aller rechercher, réparer, trier, relivrer. Tout ça dans un esprit où aujourd'hui on sait que chaque kilomètre roulé a un impact sur les bilans CO2 des entreprises, etc. Donc on est vraiment dans une dynamique où on doit mailler le terrain pour aller rechercher, être au plus proche du client, les accompagner sur des boucles vertueuses à mettre en place sur le carton, sur la palette, pour effectivement ce réemploi, cette réutilisation optimale, maximale, avant de passer sur la phase du recyclage, qui est aussi un bénéfice pour nous tous. Et vous parlez vraiment de cette intégration qui est verticale dans la maîtrise de la chaîne de valeur. Oui, en effet, c'est ce que je vous disais en fin de présentation de PGS. Donc, je vous parlais de la forêt avec toute cette chaîne qui descend jusqu'à la fin de vie de la palette. Mais en fin de vie de la palette, on est en fait sur le début d'une nouvelle vie. On pourrait dire le chat a 7 vies, mais la palette, je pense que c'est un éternel recommencement. La fin de vie, on en fait quoi? Des pellets Alors c'est ça, c'est que la fin de vie de la palette aujourd'hui, soit elle redevient une matière première secondaire, on va la retrouver dans les blocs, vous savez, qui font la palette, qui maintiennent cette palette. Donc en faisant ça, on fait du reduce, puisqu'on réduit la matière première vierge qu'on va aller chercher en forêt pour faire ces blocs-là. On est déjà sur de la notion de réemploi, de réduction. On en fait aussi tous les aspects. On parlait d'ameublement, l'ameublement, les panneaux. Voilà. Ensuite, on s'en sert aussi pour l'orienter vers l'énergie, donc le pellet, aujourd'hui, des choses comme ça qui ont le vent en poupe dans les énergies, aux bénéfices face aux énergies fossiles. Donc on est toujours dans des dynamiques positives. Baisse des émissions de CO2, donc réduction. Exactement. Et puis après, des choses un peu plus innovantes, le mulch que vous retrouvez sur les espaces verts, les paysages, etc. Et aussi des choses, on construit aussi des maisons en palette aujourd'hui, donc avec une de nos filiales Horte et Gueule des Bois, où effectivement aujourd'hui, c'est un système d'ossature en bois, comme une maison traditionnelle en bois. Et effectivement, ça vous permet de conserver la captation du carbone pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc on est vraiment dans des dynamiques aujourd'hui qui sont complémentaires et positives sur les impacts que peut avoir cet emballage. Donc on a vu l'intégration verticale, l'éco-conception, des développements de services autour de la palette, très important aussi, et puis une densification du maillage territorial pour être au plus proche du client, parce que le client, on va en parler aussi tout à l'heure, mais le consommateur a une place assez importante dans tout cet univers. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est là où on a vraiment cet objectif. Il faut aller chercher l'impact positif vraiment à tous les étages pour avoir une échelle globale environnementale positive. Alors, on vient en partie d'y répondre, mais ma question, elle était, est-ce que ce système d'emballage, il est compatible avec les 3 R? Mais surtout, plutôt, c'est comment les acteurs de l'emballage tertiaire et secondaire l'intègrent. Et finalement, on l'a vu, Raja et PGS, Fabrice en a parlé, mais ont ce R en commun, c'est ce réemploi et ce recyclage. Alors, on a des exemples. J'ai demandé à Ulrich. Alors, bon, venir avec une palette, il y en a plein derrière. Si on casse, j'ai vu, il y en avait des tas. Des exemples, Ulrich. Oui, parce qu'il y en a plein. On s'est dit qu'on allait venir avec des produits quand même. Avec des produits, parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre tout ce qu'on peut faire finalement avec de l'emballage de livraison, de l'emballage secondaire, de l'emballage tertiaire, pour accomplir ces 3 R. Parce que même 5 R, on les voit, mais ça se matérialise comment? En fait, déjà, on peut résumer les 5 R par du bon sens. Tu vois, c'est peut-être déjà ce qu'on pourrait dire. C'est un peu ce que dit cette slide-là. C'est-à-dire que, de nouveau, on rappelle la vocation de protection d'emballage et rappeler qu'un bon emballage, c'est une cohérence entre une caisse, un calage, un adhésif, une étiquette. Ça, c'est très important. L'emballage primaire, en tout cas, l'emballage primaire d'expédition, l'emballage secondaire tel que tu l'exposais tout à l'heure, avec le calage qui va bien, l'adhésif qui permet de recycler le tout,
et l'étiquette qu'on oublie trop souvent et qui est de l'emballage et qui n'est pas un accessoire. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, c'est creuser. C'est-à-dire se poser les bonnes questions et se dire comment on peut toujours améliorer nos sujets. Alors, on est venu avec quelques exemples ici et je trouvais le premier peut-être. Alors, je te tiens le micro. Si tu peux m'aider. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, Fabrice, assistant? Donc là, ici, merci, tu le fais très bien. C'est un nouvel emballage qu'on commercialise qui est l'emballage Resip. Et donc, c'est une boîte en carton qui a la particularité d'être réutilisable. Et ça, on trouve. Donc, c'est l'équivalent de votre palette d'une certaine manière. En fait, la caisse et la petite boîte est imprimée. Le e-commerçant l'envoie à son client, l'utilisateur final, qui reçoit son colis, prend le produit à l'intérieur, referme et le met dans une boîte aux lettres. L'emballage est ensuite retourné dans un centre de remise, en tout cas à neuf, remise en état. On enlève l'étiquette et ensuite on le remet dans le cycle. Alors, et on peut l'utiliser plusieurs fois. Il repart où dans la boîte aux lettres? Il repart chez qui? Dans les boîtes aux lettres que l'on trouve partout, les boîtes jaunes, il y a un petit QR code voilà, qui permet ensuite à cet emballage de revenir à notre centre de remise en état. On enlève l'étiquette d'expédition. Voilà. L'emballage, on vérifie que l'emballage est en bon état, puisse être encore de nouveau utilisé. On le remet en stock et on le relivre ensuite. Il revient chez vous. Il revient chez nous. Est-ce qu'il peut revenir chez l'expéditeur ou chez l'utilisateur? Il est conçu pour faire une boucle. Donc c'est client final, remise à neuf, dans notre stock. Vous checkez quand même qu'il est quand même... Systématiquement. Okay. Mais le carton, c'est le même que le carton emballage à usage unique? Alors, ou il est particulier, ce carton? Il est conçu de manière à être résistant, à pouvoir aller jusqu'à 5, 6, 7 utilisations. Et ce qui est formidable, contrairement à certaines autres solutions, c'est qu'on rend réutilisable une solution d'emballage qui, traditionnellement, est d'usage unique. Donc on est sur un emballage recyclable, éco-certifié, réutilisable, et ça permet de réduire le bilan carbone jusqu'à 80%, puisqu'on n'a pas besoin de produire un nouvel emballage, on le réutilise. Voilà. Et lorsqu'on parlait de Raja 1900, je vais le reprendre, c'est gentil, je ne voudrais pas que tu aies mal au dos, et qu'il nous fasse un limbago. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple... C'est un produit qu'on trouve sur votre site? Oui, c'est tout nouveau, c'est un produit qui est fabriqué en Europe, qu'on lance avec notre partenaire Resip. On le lance partout en Europe, ça c'est important, puisque ce que l'on veut, c'est que cet emballage soit également, je dirais, apte au cross-border. Voilà, il peut passer les frontières. L'inviolabilité, parce que je vois, il a un zip, l'inviolabilité. Tu le fermes avec un adhésif. Après, avec un élastique, bien sûr. Que vous enlevez. C'est une boîte traditionnelle, une boîte carton traditionnelle. Donc après, on enlève l'adhésif, on enlève l'étiquette et on le remet dans le flux. Voilà. Mais il faut un adhésif spécial ou... Non, un adhésif normal. Alors nous, on préconise évidemment des adhésifs papier, évidemment, et ça rejoint la cohérence un petit peu qu'on évoquait tout à l'heure. On voit trop souvent des emballages, des caisses carton, un calage papier finalisé avec un adhésif en plastique, et on se dit c'est dommage, il n'y a pas une cohérence d'ensemble. Donc on préconise un adhésif papier, bien sûr. Voilà, donc on va dans le sens de la réutilisation. Voilà, il y a quelques années, on voulait que les sacs en papier, par exemple, soient absolument impeccables, fabriqués à partir de papier vierge, etc. Maintenant, le consommateur a évolué et est tout à fait favorable au fait d'utiliser des emballages recyclés. Il faut même que le caractère recyclé se voit. Il ne faut pas que l'emballage soit trop parfait. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple qu'on peut peut-être citer, qui est tout bête, c'est cet adhésif qui, contrairement aux adhésifs traditionnels en 50 mm, est en 75 mm de large. L'avantage, c'est qu'en fait, on fait un tour autour du colis, on ne fait pas deux. Et donc, il y a un peu plus de matière en termes de lèse, en termes de largeur, mais on en utilise beaucoup moins. On gagne du temps, moins de matière, on sécurise mieux les rabats de sa caisse, donc c'est plus de sécurisation du colis, c'est du papier, c'est fabriqué en Europe, c'est FSC, etc., etc. Donc, qu'on l'on soit dans l'innovation un peu plus, je dirais, de rupture avec Resip, ou juste dans l'amélioration d'un produit qu'on connaît déjà, et c'est exactement ce que vous disiez,
on est en capacité de faire mieux avec moins, on est en capacité de faire mieux autrement. Voilà. Il y a un truc là que je vois, parce que ça m'énerve à chaque fois que je reçois un emballage, enfin une livraison, c'est que on me colle une étiquette porte-document en plastoc sur du carton, et ça parce que moi je suis élu et membre du bureau de mon CITOM, donc je peux vous dire, je me contente pas, je disais quand je faisais de l'éco-conception, quand j'avais mon agence, que je m'occupais de l'emballage du berceau à la tombe, sauf que quand tu as une agence, tu te contentes d'habiller le mort. Quand tu es élu et que tu es membre du bureau d'un CITOM, tu le traites. Et ça, je trouve ça génial. Et pourquoi c'est même pas obligatoire d'avoir des étiquettes des porte-étiquettes en papier plutôt que mettre des porte-étiquettes en plastique sur des... Alors, pardon Fabrice, je vois plus Ulrich, mais... Pardon. Donc, ça, cet exemple. Alors ça, c'est un très bon exemple, parce que Fabrice évoque, c'est la pochette porte-document que l'on retrouve sur les colis dans lequel on met le BL, etc. Et ce produit, qui est un standard de l'emballage, a ce défaut d'être bimatériaux, c'est-à-dire qu'il a une face avant en plastique et une face arrière en papier. Et en fait, ce que l'on a développé, c'est une pochette porte-document qui est 100% papier, avec une transparence de contact sur la face avant grâce à un papier cristal. Et ce papier cristal, c'est, vous savez, le papier qu'on utilisait quand on était à l'école et qu'on faisait des dessins, enfin, voilà, ou c'est le papier qui est utilisé sur les enveloppes commerciales pour l'adressage. Et on se retrouve avec un emballage qui est monomatériau, en papier, et qui est recyclable directement avec le carton que tu évoquais. Voilà. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'en emballage primaire, on se bat, on est capable de changer son emballage primaire pour arriver à du monomatériau, et c'est bien pour être recyclable, et on te met ça dans un emballage secondaire sur lequel il y a du scotch en plastique, une étiquette de livraison. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu le tout là qui fonctionne pas tout autour en fait aussi. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut penser au centre de tri, au centre de recyclage, et un emballage pris isolément peut être considéré comme recyclable, alors que une fois qu'il est formé, il ne l'est plus. Et c'est à ça qu'il faut prêter attention. Un autre exemple, après j'arrête, après on parlera de palette. D'un produit qui nous semblait intéressant. Un des enjeux très importants en emballage, c'est la question de la traçabilité et de la protection des marchandises. Et donc, il existe sur le marché des adhésifs avec témoins d'effraction, mais qui sont en plastique. Ce que l'on a développé, c'est un adhésif en papier. Intégré. Et donc, en fait, vous avez le témoin d'effraction. Là, j'ai essayé de voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ce qui est déposé, c'est du papier. Et c'est pas... voilà. Ah oui. Voilà. Et c'est pas du plastique. Voilà. Fabrice, est-ce que tu peux montrer au public peut-être? Je montre. Voilà, oui, mais j'aime bien avoir la primeur. Donc voilà. Ah oui. Et donc là aussi, on réduit la quantité de plastique, on la supprime en l'occurrence, et on a un emballage qui est 100% papier. Si vous voulez venir voir, voilà. N'hésitez pas, en tout cas. Et ce qui est important aussi, je voulais le mentionner, c'est que très souvent dans la transition éco-responsable, on oublie la nécessaire préservation des qualités techniques de l'emballage. De nouveau, l'emballage est là pour protéger. Un emballage éco-responsable qui conduirait à la réduction des propriétés techniques, mécaniques de l'emballage ne serait pas forcément un bon emballage. Il faut que ça réponde au même usage. C'est ce que vous évoquiez d'ailleurs, voilà, la notion de valeur d'usage qui est essentielle. De valeur d'usage, j'ai jamais oublié que ce que vous avez dans vos cartons, fût-il réemployable, ça a souvent un impact environnemental 100 fois, des fois même peut-être plus que ça, supérieur à ce pauvre seul emballage. Alors sur la partie au niveau des palettes, vous avez innové, on en a parlé avec des granulés, je pense aussi aux maisons en palette gueule de bois. Ouais. C'est des fins de vie, c'est des nouvelles orientations sur la fin de vie de la palette. Mais pour revenir sur en tout cas l'innovation sur la chaîne de réemploi avant d'arriver au recyclage, on a travaillé sur un produit. Il faut savoir que la palette, ça voyage pas bien. On transporte du vide. Donc une palette neuve, c'est environ 300 km, la zone de chalandise. Une palette de réemploi, c'est 150 km
grand maximum. Donc on a cet aspect déjà, cette contrainte. Qui sont vos palettes colorées là? C'est-à-dire que là on voit la palette oui, alors neuve, les palettes. Nos palettes, donc les neuves, le reconditionnement, la réparation, le réemploi, ou les palettes vertes, donc qui sont un système de pooling, l'éco-PGS. Donc ça, c'est nos 3 core business. Et du coup, donc la production palette neuve, 300 km de rayon à peu près. La palette reconditionnée, 150 maximum. Les palettes vertes, c'est un peu différent parce que là, on peut faire des boucles vertueuses. Elles sont remises à disposition, elles sont réutilisées par l'industriel. On crée vraiment des systèmes dédiés à une fonction, à une utilisation. Mais du coup, déjà, donc, l'important, c'est d'avoir un bon flux, une bonne maîtrise des déplacements. Et du coup, c'est vrai qu'avec le maillage dont on parlait tout à l'heure, national, international, on optimise déjà ces flux. On va livrer, on va reprendre, etc., etc. On évite de kilomètres à vide. Ensuite, l'emballage voyage mal. Donc, on a travaillé aussi déjà à la base sur l'éco-conception par rapport à l'usage qu'on en veut, mais aussi sur des solutions pour améliorer le voyage de cette palette. Notamment, on utilise souvent, donc j'ai pas pu les ramener parce que ça prend de la place, mais on utilise des palettes adossées, ce qu'on appelle, qui sont des palettes en L, qui permettent un stockage vertical, notamment pour de l'ameublement, des portes, des cabines de douche ou tout ce type de produits-là. On a eu l'Oscar de l'emballage en 2016 par rapport à ce système qui était repliable. Donc la palette, une fois vidée, vous la repliez et au lieu d'en mettre que 150 dans un camion, vous repassez sur un camion à 400, 500, 600 palettes. Donc déjà, l'impact environnemental est totalement différent. On avait le même sujet sur ce même type de palette qui est la palette en T cette fois-ci, qui permet toujours de stocker, mais cette fois-ci avec un portant des deux côtés. Et cette palette-là, en transport, c'est une catastrophe. Et en fait, on voulait la faire en démontable, mais bien souvent, les industriels aujourd'hui sur site, eux, c'est pas leur business de monter de la palette, eux, c'est d'expédier, charger, expédier. Donc, ils ne veulent pas monter ou dédier une équipe à monter sur site. Donc, ce qu'on a fait, c'est avec la société Hort, qui est une de nos filiales, on a créé l'Ecodos, pour lequel on a eu aussi l'Oscar de l'emballage, cette fois-ci en 2020, sur un système sans clou, ni clou ni vis, où le dosseret est démonté et il est juste clipsé au moment de l'utilisation et déclipsé une fois que la palette est vidée. Donc, une fois, ça, c'est vraiment des enjeux sur la volumétrie de transport. Et ensuite, une fois qu'on va rechercher ces palettes-là, aujourd'hui, dans la chaîne de valeur pour sécuriser ce réemploi, on a mis en place tout d'abord, elles ne sont pas là parce qu'elles sont lourdes aussi, mes palettes. Donc nous, on a automatisé. On a fait dans l'intégration verticale, on a intégré des entreprises, notamment une entreprise suédoise de robotisation et d'automatisation. On l'a intégré pour créer des lignes de tri et de réparation full automatisées. Alors avec bien sûr l'être humain qui est autour, qui gravite, qui contrôle, qui agit, mais on n'a plus cet aspect pénibilité. Et ça, c'était une innovation de notre métier de réemploi. Et puis ensuite, aussi aujourd'hui, on a créé des systèmes de laveuses de palettes, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir les remettre en sécurisant aussi le nouvel utilisateur sur le passé de cette palette-là. Donc ça aussi, tout ça, on s'est mis dans l'innovation sur le volet réemploi pour pouvoir accentuer, améliorer, sécuriser la notion de réemploi. Mais j'ai une question d'ailleurs à tous les deux. On voit là des photos de palettes en bois. Vous faites aussi, il y a d'autres matériaux pour les palettes ou ça reste le bois que le bois? Alors, l'essentiel est le bois. C'est l'essentiel, oui. C'est l'essentiel et le bois. Parce que vous parlez de laver, de... Mais alors, réutiliser. Donc, il faut savoir que 95-96% des marchandises sont sur de la palette en bois au niveau des circulations aujourd'hui. C'est la grosse part du marché. Mais effectivement, il y a la palette carton, il y a la palette plastique et il y a la palette métal. Chez PGS, on a aussi une branche qui travaille la palette en métal, puisque certains usages sont réglementés sur cette typologie de palette. Donc on l'a intégré chez PGS, mais on est sur le bois majoritairement, essentiellement sur le bois. Qui est une bonne valorisation du bois. Alors, sur l'aspect des deux autres R, réduire et réutiliser, Fabrice, en préparant l'intervention, tu me disais souvent qu'on avait l'habitude de les opposer. Oui, d'opposer le réemploi et le recyclage. C'est vrai, mais c'est plus, d'ailleurs on en parlera, c'est souvent opposé. Moi j'ai plutôt l'impression que vous c'est complémentaire. C'est que les deux doivent vivre ensemble. Les deux d'ailleurs peuvent vivre. Vous pouvez avoir une partie
réemployables, une partie à usage unique. Comment vous fonctionnez là-dessus ? Je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer, elles sont effectivement complémentaires. Je pense que c'est une question d'axe du temps. Bien sûr, je pense qu'il faut favoriser au maximum ce réemploi. On vient de l'expliquer, tant Ulrich que moi, sur le fait de comment l'optimiser, le maximiser, tout en gardant un aspect sécure, parce que l'utilisateur doit toujours avoir cet aspect sécure dans sa réutilisation de son emballage. Et donc l'idée, c'est de le faire vivre le plus longtemps possible avant d'arriver au stade du recyclage, cette fois-ci. Mais pareil, le recyclage, il est plein d'avantages, on l'a vu aussi, sur de nouvelles dynamiques, de nouveaux matériaux, des matières premières secondaires, sur des nouveaux usages créés, des nouvelles orientations qui restent toujours dans une dynamique positive. L'énergie, le bois énergie, c'est un bon pendant en remplacement à la substitution des énergies fossiles. La réduction, elle est plutôt, oui, sur l'aspect énergie consommée, les kilomètres à vide, cette dimension-là que vous mettez en avant chez PGS. Oui, alors chez PGS, toujours aller chercher chaque petit détail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de développer un maximum d'énergie renouvelable, ce qui a du sens. C'est ce qu'expliquait Ulrich, d'avoir un carton et de mettre un film plastique dessus. On perd le sens, on perd la logique du schéma. Donc c'est pareil. On a intégré aussi chez nous le savoir-faire de l'énergie aujourd'hui. Donc quand je vous dis qu'on intègre tout ce qu'on peut intégrer pour avoir la main dessus, on a intégré l'énergie. Effectivement, on développe le solaire, donc le photovoltaïque, on développe l'éolien, pour avoir une indépendance sur ces aspects énergétiques et effectivement avoir une palette dont l'impact est encore plus faible d'un point de vue énergétique dans sa fabrication cette fois-ci. Et puis après, dans le fait d'aller la recollecter, la relocaliser, la ramener, pareil avec ces flux qui sont pensés en ayant la main sur le transport, sur une optimisation pour rouler, ne jamais rouler à vide. Ulrich, votre regard sur ces enjeux? Oui, plein de commentaires, je vais essayer de les dire dans l'ordre. Le premier, c'est effectivement, il ne faut pas opposer, ça c'est clair. Un exemple que j'aurai en tête, c'est celui du film étirable. C'est-à-dire qu'il y a des familles de produits en emballage qui aujourd'hui n'ont pas réellement de solution en réutilisable ou en biosourcé. Et là, dans ce cas-là, on a d'autres choix que de travailler la réduction des épaisseurs. Bon, je vais pas vous le montrer, j'ai déjà montré pas mal de choses, mais on a sorti il y a peu un film étirable 3,8 microns qui est d'un niveau de finesse proche de la limite physique d'un film. Voilà. Chaque salon de l'emballage, vous réduisez. Oui. Et vous avez des Oscars de l'emballage aussi là-dessus. On en est très fiers. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsqu'on rencontrait les fabricants, ils évoquaient la limite de 8-9 microns. On en est à 3,8. Et peut-être que l'année prochaine, on aura l'occasion de dire autre chose. Donc voilà, tout en faisant très attention que ce film participe bien à la sécurisation des charges. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que l'on peut prendre pour illustrer la non-opposition entre recyclable et réutilisable, c'est celui de la caisse. De nombreux industriels ou logisticiens utilisent à la fois des caisses carton, parce que ça répond à leurs besoins, et utilisent aussi des bacs plastiques réutilisables, durables, empilables, emboîtables pour justement favoriser le retour à vide dans le cadre de la reverse logistique, et ils utilisent communément les deux. La question n'est pas de se dire est-ce qu'on utilise des caisses carton ou est-ce que j'utilise des bacs plastiques réutilisables. J'ai besoin des deux. La question c'est à quel moment ai-je besoin de ma caisse, à quel moment ai-je besoin des bacs. Et troisièmement, ce que je voulais dire, très intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'en fait il faut à la fois on n'a pas parlé de l'économie du vide. On parle souvent du vide et de la réduction du vide dans les colis, mais il faut effectivement parler de la réduction du vide dans les camions, parce que trop souvent les camions roulent à vide, et ça c'est dramatique d'un point de vue environnemental. Et votre solution justement participe avec votre système d'emboîtage. Je me rappelle très bien de l'Oscar de l'emballage 2020. Ça c'est important. Il faut y prêter attention. La dernière réflexion que j'aurais, c'est également la façon dont on paletise. Donc on parle de l'économie du vide dans les colis, on parle de l'économie du vide dans les camions, mais il y a l'économie du vide sur les palettes. Et trop souvent, on voit des palettes qui ne sont pas bien constituées. On commercialise et on pousse beaucoup des caisses de format palettisable de façon à permettre
aux utilisateurs de faire des palettes qui sont bien constituées et totalement, je dirais, efficientes d'un point de vue volume. On parle d'isomodularité. Exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà. La question du dernier kilomètre, elle arrive aussi finalement Ouais. en fait sur ces enjeux en fait. Hein. Ah bah, elle est fondamentale parce que finalement, le dernier kilomètre se retrouve complexifié dans des livraisons en cadre urbain qui sont de plus en plus encadrées, avec des consommateurs qui sont de plus en plus impatients. Je veux dire, on veut tous être livrés rapidement de nos emballages et donc quelque chose de tout bête, mais on évoquait tout à l'heure, je crois, je sais plus, dans la préparation, la livraison en pochette, parce que la livraison en pochette est la garantie que ça passe dans les boîtes aux lettres, à contrario d'une caisse qui parfois, voilà. Donc ça c'est effectivement essentiel. Les ruptures de charge, la livraison en cross-border, etc., etc. Donc oui, il faut prendre tout ça en compte, bien sûr. 3 cm d'épaisseur, hein, Absolument. la pochette. Absolument. Donc Et pas prendre une finalement, pochette. ces enjeux ne sont pas à opposer, plutôt à cumuler. Oui. Et il y avait un an, quand on a préparé cette intervention, vous disiez tous que voilà, là, c'est une question de ligne du temps. On réemploie au maximum avant de recycler. Oui, exactement. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que l'usage, l'emballage primaire devrait se tourner en exemple vers vous. J'ai peut-être une dernière celle qui m'a interrogé, que vous m'avez envoyée, parce que bon, effectivement, on a parlé de bois, de vis, de carton. Puis vous m'avez envoyé des tableaux, des trucs. Je me suis dit, mais c'est quoi ce machin? Qu'est-ce qu'il m'envoie? Parce que, Est-ce que vous en pouvez fait, avec son éclairer marteau, ses clous, Fabrice, parce que là, je le sens complètement perdu. je suis perdu, là. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ouais, le designer, il ne peut pas comprendre un machin comme ça. En fait, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, l'importance d'absolument tout mettre sous contrôle, hein, dans la chaîne de valeur, dans la production. Et effectivement, typiquement, c'est une capture d'écran d'un style de tableau de contrôle qu'on a en fabrication sur les mesures des performances, puisqu'en fait, aujourd'hui, on doit aller chercher la performance, on doit chercher l'efficience, alors l'efficience énergétique, l'efficience d'émissions de CO2, etc., etc. Mais on doit aller chercher effectivement Pour moi, c'était ça, faire de la palette. Et oui, mais pas ça. C'est ça, mais aujourd'hui, tout doit être mesuré, tout doit être sous contrôle, et c'est là où on va aller chercher cette performance, on va aller chercher ces réductions, et qu'on va aller chercher encore plus le côté vertueux de nos produits, de nos entreprises. Et malheureusement, je crois que c'est une étape indispensable, la mise sous contrôle, et aller à chaque fois aller repousser les limites de la performance. Ulrich, peut-être un dernier mot avant de conclure, et peut-être si vous aurez des questions à poser à nos intervenants, mais là on vient d'entendre le mot vertueux qui me semble être un beau mot pour conclure. Oui, moi je pense en conclusion, je pense qu'il faut continuer à tester. Et en effet, plus on creuse, plus on a envie de creuser. C'est ce qui est fabuleux dans notre métier. Je pense qu'il faut rester passionné. Bon, voilà, on l'est tous et c'est fédérateur la passion. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'en termes d'innovation éco-responsable, il faut travailler en équipe. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de ce que nous disent les clients, il faut être à l'écoute des irritants, des pain points, comme on dit. Il faut être à l'écoute de nos collègues logisticiens, des transporteurs, et très curieux. Moi, je me rappelle quand je suis rentré chez Raja il y a longtemps maintenant, notre PDG m'avait dit, vous verrez, l'emballage c'est passionnant parce qu'on vit entouré d'emballage. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai toujours retenu cette phrase, parce qu'en effet, voilà, je fais mes courses moi-même, juste pour illustrer, parce que dans un magasin, il y a des emballages partout, et la bonne idée, l'innovation, elle se niche parfois voilà, au fond d'un rayon, et on se dit, bah, tiens, il y a quelque chose à faire qu'on peut extrapoler, qu'on peut standardiser. Donc il faut rester passionné et continuer à travailler en équipe. C'est ça qui fait, c'est ce qu'on se disait juste avant de monter sur scène, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier, je crois. Juste pour compléter les propos d'Ulrich, c'est exactement ça, cet esprit collaboratif. Et il est vers les clients, les partenaires, etc. Et d'ailleurs, on a mis en place chez nous ce qu'on appelle l'innovation pipeline, où effectivement,
chacun peut contribuer de la bonne idée, du bon sens qu'il a noté, quel que soit le service, qu'il soit sur le terrain, dans les bureaux, au service RH, en service comptabilité, peu importe. Chacun contribue et amène cette petite touche qui va être creusée, qui va être travaillée, qui va nous amener un point supplémentaire de réflexion et ouvrir une nouvelle boîte pour développer encore plus loin nos concepts. Fabrice. Ah non, mais j'aime beaucoup cette notion de bon sens, parce que moi, ça fait... ça va bientôt faire 40 ans, ça fait beaucoup, que j'explique au marketing, avant tout, le marketing, c'est du bon sens. Et je trouve que vos deux entreprises sont des entreprises de bon sens. Et je ne le dis pas parce que c'est l'anniversaire de Raja, 70 ans, pas mal aussi. Je ne le dis pas pour ça, je le dis parce que je le pense vraiment sincèrement. Et voilà, et je suis ravi de pouvoir, à ce moment clé de la révolution de l'emballage, où on est en train de redécouvrir justement des choses de bon sens comme le réemploi. On dit, ça va être compliqué, ça va être... et où en fait, on voit que vous en faites votre force. Et moi, je vous dis bravo en tout cas. Des notes positives. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Alors, n'hésitez pas, on peut vous passer un micro. Bon, on va aller à la... Ça me semble très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Ça a été un réel plaisir de vous avoir en tant qu'intervenant expert. Merci.